Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Alexandre Losmo, je suis doctorant au sein du laboratoire Chrono-Environnement. Je suis même plutôt en fin de thèse, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas pu me joindre à vous. C'est bien dommage, j'aurais bien aimé. Je vais vous parler aujourd'hui des émissions de méthane entre la tourbière du Fort Bonnet, située dans le massif du Jura, et l'atmosphère. Et ce travail, il résulte de la collaboration avec des collègues du laboratoire Chrono-Environnement, mais également des collègues du Service national d'observation des tourbières, SNO Tourbières, puisque la tourbière du Fort Bonnet, c'est un des 4 sites qui est suivi dans le cadre du SNO Tourbière. Je tiens également à remercier les gestionnaires du site, puisque le site est une réserve naturelle régionale, les gestionnaires avec qui on travaille depuis de nombreuses années, avec qui on collabore, et sans qui ce travail n'aurait pas pu avoir lieu. Donc avant de s'intéresser au vif du sujet, on va s'intéresser à pourquoi finalement travailler sur les émissions de méthane dans les tourbières. Et comme vous le savez, les tourbières, elles sont caractérisées par un milieu saturé en eau, avec des conditions anaérobies qui sont favorables à la production du méthane. Or, le méthane, c'est un gaz à effet de serre dont le pouvoir réchauffant à l'horizon 100 ans est de l'ordre de 28 à 34 fois plus important que celui du CO2. Donc ça a des implications assez fortes du point de vue climatique. Et les zones humides, de manière générale, ça représente entre 25 et 30% des émissions mondiales du méthane. Par contre, en ce qui concerne les tourbières, eh bien, la typologie des émissions de méthane en fonction des différents types de tourbières, elle est encore assez mal contrainte puisqu'il y a des variations de végétation, de latitude, d'altitude, etc. Et donc ça, c'est à améliorer pour plusieurs raisons, pour améliorer les modèles climatiques globaux, d'une part, mais également d'améliorer la réponse des tourbières au changement climatique dans ces modèles, pouvoir améliorer les prédictions climatiques. Et aussi, ça a des implications du point de vue restauration, puisque lorsqu'on augmente le niveau d'eau dans une tourbière, ça va favoriser la production et donc les émissions de méthane. Et ça, c'est important de bien le contraindre euh, pour, pour gérer les restaurations. Alors, en ce qui concerne le site d'étude, on est dans le massif du Jura, dans l'est de la France, à une altitude un peu plus de 800 mètres d'altitude, et on est dans une vaste dépression qui s'appelle un synclinal dans le massif du Jura. Et le site de la tourbière du Fort Bonnet, c'est un large complexe de tourbières. En fait, c'est une mosaïque de tourbières avec différents stades écologiques. On a des hauts marais, des bas marais, des tourbières de transition, également des tourbières boisées. Alors, c'est ce que vous avez à l'écran, en fait, les forêts là, les forêts d'épicéa. Dessous, il y a 4 mètres de tourbe. Et ce qui est en vert sur l'écran, c'est la tourbière dite active du Fort Bonnet. C'est le site étudié et suivi dans le cadre du Service national d'observation des tourbières. Et c'est une tourbière qui est dominée par la présence de sphènes. Alors, mon travail de thèse, il consiste à s'intéresser aux émissions de gaz à effet de serre, mais pas seulement. Je travaille sur le fonctionnement hydrologique, même hydrogéologique de la tourbière, puisque le niveau d'eau dans une tourbière, le fonctionnement hydrologique d'une tourbière, c'est une contrainte assez forte sur le cycle du carbone et la dynamique des gaz à effet de serre dans une tourbière. Alors, on a pu montrer avec un suivi temporel sur le long terme de variables hydrométéorologiques que l'alimentation en eau de la tourbière active du Fort Bonnet, elle résulte de différentes alimentations imbriquées avec un niveau de surface de tourbe plus ou moins soumis au processus atmosphérique, c'est-à-dire la pluie et l'évapotranspiration. Grâce aux travaux de restauration de la tourbière en 2015-2016, on a pu mettre en évidence la présence de flux latéraux provenant des tourbières boisées alentours qui sont un peu plus hautes vers la tourbière active. Et enfin, il y a des eaux fortement minéralisées en bicarbonate dans la tourbière, dans les niveaux plutôt profonds de tourbière, qui soulignent des interactions aux roches, en tout cas, et dont les questions de modalité de transfert entre les hydrosystèmes sous-jacents, c'est-à-dire le système karstique, les moraines sous la tourbière et la tourbière, on se pose des questions sur les échanges d'eau entre ces hydrosystèmes. Alors, ce n'est pas le cœur du sujet aujourd'hui. On va retourner sur les émissions de méthane, mais c'était juste pour faire un petit état des lieux sur ce qu'on connaît sur le site. Alors oui, en termes d'émissions de méthane, ce qu'on mesure, c'est le bilan d'échange de méthane entre la tourbière et l'atmosphère. C'est-à-dire ce qui peut être émis de la tourbière vers l'atmosphère, mais également ce qui peut être capté par l'atmosphère. Donc nous, on a le bilan, on n'arrive pas à décomposer ça. C'est mesuré avec la tour, avec les appareils qui sont présents sur le mât, sur la photographie. Donc c'est une tour à flux sur laquelle il y a des appareils et la méthode de mesure, c'est la méthode appelée eddy covariance qui permet de mesurer à une très forte résolution temporelle, à 20 mesures par seconde, les échanges de méthane entre la tourbière et l'atmosphère. Cette méthode eddy covariance, elle a l'avantage d'être non destructive, en fait on n'impacte pas le site, et d'intégrer une grande surface et d'avoir une mesure finalement à l'échelle de l'écosystème. Alors sur l'image de gauche, vous avez la zone couverte par l'instrument
sans filtration des données, mais on voit que ça intègre une surface qui ne nous intéresse pas forcément et qui avec des contrastes écologiques assez importants. Et à droite, eh ben, c'est ce qu'on a après la filtration des données par la direction du vent. Ça nous a permis de contraindre en fait les données uniquement qui correspondent à la tourbière active et donc à une même entité écologique. Alors en ce qui concerne les données elles-mêmes, on a 2 ans et demi de données, donc ça commence en avril 2019 jusqu'à fin 2021. Sur le graphique du haut, vous avez les émissions de méthane. En bleu, c'est les émissions horaires. En jaune, les émissions journalières moyennes. Et en noir, les émissions mensuelles. Dans le graphique du milieu, c'est la température mensuelle à différentes profondeurs dans la tourbière. Et enfin, en bas, on a la profondeur de nappe par rapport à la surface de tourbe. Alors à première vue, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a une saisonnalité marquée des flux de méthane avec des flux plus forts en période estivale, là où on a les plus fortes températures. Ce qui est assez logique puisque l'activité des micro-organismes producteurs de méthane répond de manière positive à la température. Donc de même manière, on s'attendait à voir les flux les plus faibles de méthane se produisant là où on a les températures les plus faibles, c'est-à-dire ici. Mais ce n'est pas le cas. En fait, les flux les plus faibles de méthane, ils arrivent au printemps lorsque la température n'est pas la plus faible. Et ces flux les plus faibles, ils sont même caractérisés par des flux négatifs. C'est ce qu'on peut voir ici pour les 3 printemps mesurés. Et cette proportion de flux négatifs, elle est importante, elle représente près de 30% des flux mesurés sur cette période, contre 1% le reste de l'année. Vous voyez que j'ai écrit au-dessus de la diaporama, ça signifie qu'au printemps, lorsqu'on a des flux négatifs, que l'oxydation du méthane surpasse la production, ce qui permet en fait ponctuellement à la tourbière d'agir comme un puits de méthane. Alors pour ça, ça implique un modèle assez simple qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est que les niveaux profonds de tourbe qui sont saturés en eau, c'est là où on retrouve la production du méthane, et au contraire, l'acrothelme, le niveau de surface qui est ponctuellement aéré, correspond au principal moteur d'oxydation du méthane. Et ce que l'on va mesurer, nous, c'est on intègre toute la colonne de tourbe. Donc on peut se poser la question, comment va réagir chacun de ces niveaux au printemps, notamment là où on observe les flux négatifs. Pour ça, on a regardé l'évolution de la température en surface, donc à 2 cm de profondeur, c'est le graphique bleu, et plus profond, à 60 cm de profondeur, c'est la courbe orange. Ce qu'on peut voir là à la fin de l'hiver, au mois de février, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux profondeurs de tourbe, c'est assez lié, assez proche, pardon. Par contre, au printemps, mi-mars, avril, on voit que là, on a un contraste assez saisissant avec une augmentation très rapide et très forte de la température en surface. Là, on atteint presque 20 degrés mi-avril, alors qu'on est toujours en dessous de 10 degrés eh bien, à 60 cm de profondeur. Alors, à la fois, eh bien, les flux négatifs qu'on observe du méthane au printemps et ce qu'on a pu voir du point de vue thermique, ça nous a permis de construire ce petit modèle conceptuel où, en fait, en hiver, la température est faible à la fois en surface et en profondeur, ce qui fait que l'activité des micro-organismes à la fois producteurs et oxydateurs de méthane reste limitée. Par contre, au printemps, lorsque la température augmente, elle va principalement et plus rapidement augmenter en surface. Et donc, ça va augmenter l'activité d'oxydation de méthane. Par contre, aux profondeurs, eh bien, dû à l'inertie thermique de la tourbe, la température met du temps à augmenter et donc la production reste relativement faible, ce qui permet au printemps d'observer une oxydation du méthane qui va être plus importante de l'été et plus importante qu'en profondeur, pardon. Et en été, on ne va plus observer ça puisque bien, la température en profondeur va augmenter et va permettre d'augmenter les émissions à la production de méthane. Alors, en ce qui concerne ces deux niveaux oxydatifs et plutôt producteurs de méthane, ce qu'on a pu voir juste avant, eh bien, leur taille va être contrôlée par l'altitude de la nappe, ce que vous avez ici. Pour ça, on a pour comparer les variations entre les différentes années, l'impact que ça peut avoir, on a regardé la moyenne sur la période estivale, de juillet à septembre. Donc sur ce tableau, vous avez la moyenne des flux de méthane pour chacune des années 2019, 2020, 2021 et la moyenne de la profondeur de l'altitude de nappe. Et ce qu'on peut observer, c'est que plus la nappe est proche de la surface, plus les émissions de méthane sont fortes. Et notamment pour l'année 2021, là, qui fut très humide comparé à l'été 2020 à 2019. Là, on a des émissions moyennes de plus de 120 nanomoles de méthane par mètre carré par seconde, alors qu'on est aux alentours de 80
pour les années 2019 et 2020. Donc ici, ça montre que lorsqu'on augmente le niveau de la nappe dans la tourbière, on diminue sa profondeur, eh bien ça diminue l'épaisseur de la crotelle, où potentiellement on peut avoir de l'oxydation, et ça augmente l'épaisseur du niveau anaérobique, là où on peut avoir de la production. Alors après, c'est intéressé aux processus saisonniers et aux comparaisons interannuelles, donc avoir dégrossi le jeu de données. On a regardé ce qui se passe à l'échelle journalière du point de vue des flux de méthane. C'est ce que vous avez sur cette figure, où on représente pour chaque mois de l'année le cycle journalier des flux de méthane pour chaque année. Donc en rouge, vous avez 2020, en gris 2019 et en bleu 2021. Alors tout d'abord, ce qu'on peut observer sur cette figure, c'est que le cycle journalier du méthane, il est présent toute l'année, il a la même forme toute l'année, et il est caractérisé par des flux plus faibles en journée, donc notamment à la mi-journée, autour de 13-14 heures, et plus forts la nuit. Alors pour la suite, j'ai fait un zoom pour que ce soit plus représentatif pour vous, donc j'ai pris le mois de mai. On voit ici le cycle journalier des flux de méthane, qui est proche pour les 3 années, et ce qui est représenté en vert correspond au flux incident de photons photosynthétiquement actifs. Donc c'est la lumière qui permet de faire la photosynthèse. Et on voit qu'on a une forte synchronicité entre les deux variables. Ce qui pourrait suggérer, ça met la puce à l'oreille de se dire, est-ce qu'il y a un lien entre l'activité photosynthétique et les flux de méthane à une échelle journalière. Alors pour aller un peu plus loin, on a représenté graphiquement les flux de méthane, toujours, en fonction cette fois-ci des flux de CO2 qui sont également mesurés par la méthode eddy covariance. Et on peut observer pour chaque mois de l'année une relation positive entre les flux de méthane et les flux de CO2. Alors pareil, j'ai fait un zoom pour que ce soit plus représentatif pour vous. Donc pour le mois de mars et le mois d'avril, 2 mois de printemps, et ce qu'on peut observer, c'est que les flux négatifs de méthane correspondent à chaque fois à des flux négatifs de CO2. Et des flux négatifs de CO2 sur la tourbière, ça signifie que la tourbière capte du CO2 atmosphérique et donc qu'il y a bien de la photosynthèse qui est en place. Donc ici, ça renforce un peu l'idée, ça suggère un lien, en tout cas, à l'échelle journalière, entre flux de méthane et activité photosynthétique. Alors un tel lien entre la dynamique du méthane et la photosynthèse a déjà pu être suggéré et montré dans certaines études. Alors dans certaines, justement, on a un cycle journalier, mais qui est inverse à celui qu'on observe, puisque, comme ici dans Long et al. En 2009 et Knox et al. 2021, ce qu'on peut observer, c'est des émissions de méthane plus fortes à la mi-journée et plus faibles la nuit, alors que nous, on observe l'inverse. Et eux, dans leurs interprétations, ils mettent un lien, en tout cas, très fort avec l'activité photosynthétique, mais ce sont des tourbières où la végétation est dominée par des plantes vasculaires. Les plantes vasculaires, elles sont caractérisées par des tissus qui permettent de transférer le méthane des niveaux profonds, la zone où il est produit, vers l'atmosphère directement sans passer par la zone anaérobie et sans se faire oxyder. Or, dans la tourbière de Frane, dans l'empreinte de la tour à flux, effectivement, il y a des plantes vasculaires, mais la végétation qui domine, c'est les sphènes. Et les sphènes, elles ont à voir aussi avec le méthane, puisque au sein de leurs cellules, il y a des bactéries méthanotrophes qui sont capables d'oxyder le méthane et donc le consommer. Donc en fait, les sphènes, ça peut jouer un rôle de filtre de méthane à la surface d'une tourbière. Ça a déjà été montré notamment dans certaines études où ils comparent des flux de méthane avec des zones avec sphènes et sans sphènes, où ils montrent que les flux sont plus faibles là où il y a des sphènes. Alors l'ensemble de ces résultats, il va avoir des répercussions il va avoir des répercussions aussi, on a pu les synthétiser sous la forme de ce schéma conceptuel qui intègre à la fois des variations spatiales et des variations temporelles. On a pu caractériser un cycle journalier pour le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. On retrouve au printemps des flux négatifs à la mi-journée, qui sont induits en fait, qui sont la résultante de ce qui se passe dans différents niveaux. Là, finalement, on peut synthétiser en 3 niveaux. Un niveau anaérobie où on a la production de méthane, mais qui met du temps à se mettre, j'allais dire en charge, mais à ce que la température augmente dû à l'inertie thermique, ce qui permet d'expliquer les flux négatifs au printemps. Un flux à un niveau acrothelmique, donc oxydatif, là où on a l'oxygène dont sa taille varie avec l'altitude, la profondeur de la nappe. Et ensuite, on aura un niveau de surface qui jouerait une sorte de filtre de méthane, qui varierait aussi au cours de l'année, puisque l'activité photosynthétique des sphènes va varier au cours de l'année.
Donc ce cycle journalier mis en évidence dans cette étude, il a des répercussions notamment sur la modélisation des flux de méthane, puisque si on modélise des flux de méthane sur une échelle annuelle uniquement avec des mesures réalisées la journée, par exemple avec des mesures chambre, eh ben on va cruellement sous-estimer les flux qui sont plus forts la nuit. Également, donc, si on les attaque dans des modèles globaux, c'est important de pouvoir contraindre les cycles journaliers, d'autant plus que d'une tourbière à l'autre, comme on l'a vu, le rôle de la végétation semble être important et être même inverse entre les différentes tourbières. Donc juste des mesures journalières entre une tourbière vasculaire et une tourbière dominée par les sphènes, ça peut induire à des erreurs et à des interprétations assez importantes. Des erreurs, pardon, d'interprétation assez importantes. Alors ici, le cycle journalier, il est très fortement corrélé à l'activité photosynthétique. On suppose fortement qu'il y a un lien avec l'activité photosynthétique, notamment des sphènes, mais il peut être également dû à d'autres processus plus physiques comme la température, puisque la température également suit un cycle journalier et augmente la journée. Par contre, là, donc, des perspectives de recherche, ça pourrait être essayer de séparer la proportion d'oxydation par les sphènes par les sphènes et ou l'acrothelme et la proportion d'oxydation liée aux variations journalières de température. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Alors, outre la sphène en elle-même, est-ce qu'elle est capable de consommer comme métal au sein de ses cellules? Eh bien, il y a toutes les bactéries, tous les micro-organismes qui sont présents sur les sphènes, qui tapissent les sphènes et qui, eux, produisent de l'O2, qui font de la photosynthèse. Et donc, cette O2 pourrait servir également pour oxyder le méthane arrivant au niveau des sphènes. Alors, un petit rappel sur la méthode édicovariance. En fait, dans l'air, il y a tout plein de micro-tourbillons qui montent, qui descendent en permanence. Et donc, chacun de ces micro-tourbillons, ils ont à un instant donné une vitesse, une pression, une température et une concentration en gaz. Eh bien, la méthode édicovariance, ça permet de mesurer ces micro-tourbillons à une très très forte fréquence. On est à 20 Hz, c'est 20 mesures par seconde. Et ensuite, de moyenner eh bien, l'ensemble de signal sur 30 minutes. Et ça permet de calculer en fait un bilan d'un échange entre la tourbière et l'atmosphère.